Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée aux terminales. Nous continuons notre chapitre d'histoire sur le monde de 1945 aux années 1970. Aujourd'hui, nous allons examiner les nouvelles tensions qui apparaissent après la Seconde Guerre mondiale. Cette leçon va s'organiser en deux temps. Nous commencerons par les débuts de la guerre froide, puis nous verrons les conflits au Proche-Orient. Ces éléments sont très importants pour comprendre notre monde contemporain. Commençons donc par les débuts de la guerre froide. La guerre froide désigne l'affrontement idéologique, politique et économique entre les États-Unis et l'Union soviétique qui s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Ce conflit est qualifié de froid car il ne se traduit pas par un affrontement militaire direct entre ces deux superpuissances, mais plutôt par une rivalité intense qui se manifeste à travers des tensions diplomatiques, des courses aux armements et des guerres indirectes par pays interposés. Au niveau économique, il s'agit de l'opposition entre le capitalisme et le communisme. Le capitalisme est défendu par les États-Unis et leurs alliés. Il repose sur la propriété privée et la libre concurrence. Cette idéologie valorise la compétition entre les individus et la liberté économique, permettant à chacun de poursuivre ses intérêts personnels. Le communisme, quant à lui, est promu par l'Union soviétique. Il prône l'égalité sociale et la propriété collective des moyens de production. Il rejette donc toute forme de propriété privée. Dans ce système, l'État joue un rôle central dans l'économie, visant à éliminer les inégalités et à assurer la redistribution des richesses. Au niveau politique, les deux modèles qui s'opposent sont la démocratie libérale et le régime autoritaire. La démocratie libérale est défendue par les États-Unis. Elle se fonde sur des élections libres, sur le respect des droits de l'homme et sur la protection des libertés individuelles. Ce système valorise la participation des citoyens à la vie politique et la pluralité des opinions. En revanche, le régime autoritaire en Union soviétique se caractérise par un pouvoir concentré entre les mains d'un petit groupe, un parti unique, ici le parti communiste. Dans cette structure, les libertés politiques sont sévèrement limitées et toute forme d'opposition est réprimée. Pour illustrer cette opposition politique, j'ai choisi une photo de Harry Truman, le président des États-Unis en 1945, et Joseph Staline, dirigeant de l'URSS, lors de la conférence de Potsdam durant l'été 1945. Cette rencontre symbolise les relations encore cordiales pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, mais déjà tendues entre les deux leaders. L'atmosphère de méfiance préfigure les conflits à venir dans le cadre de la guerre froide. Le coup de Prague en 1948 est un tournant décisif dans l'histoire de la guerre froide, marquant l'établissement d'un régime communiste en Tchécoslovaquie. Cet événement souligne non seulement la fragilité de la démocratie dans l'Europe d'après-guerre, mais aussi la montée des tensions entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Présentons rapidement le contexte historique. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie, libérée du régime nazi, était dirigée par une coalition gouvernementale. Celle-ci comprenait à la fois des communistes et des partis non communistes. Le climat politique de l'époque était marqué par l'incertitude, avec des tensions croissantes entre les superpuissances, où les États-Unis et leurs alliés occidentaux craignaient l'expansion du communisme à l'Est. Sous la direction de Klement Gottwald, le Parti communiste tchécoslovaque a orchestré un coup d'État le 25 février 1948 en mobilisant le soutien populaire
et en utilisant des menaces et de l'intimidation contre les membres du gouvernement qui n'étaient pas communistes. En réponse à une pression intense, plusieurs ministres non communistes ont démissionné, permettant ainsi aux communistes de prendre le contrôle total du gouvernement. Clément Gottwald est alors devenu président et un gouvernement communiste a été mis en place. Ce gouvernement est soutenu par l'URSS. La première conséquence est immédiate pour la population tchécoslovaque. En effet, le coup de Prague a marqué le début d'une répression politique systématique en Tchécoslovaquie. Les opposants ont été persécutés et la liberté de la presse a été sévèrement restreinte, entraînant un climat de peur et de méfiance. Les purges politiques ont éliminé tout dissentement, ce qui a conduit à une homogénéisation idéologique et à la suppression des libertés. Cet événement a eu un impact important sur les relations internationales. Il a exacerbé les tensions entre l'Est et l'Ouest, provoquant une réaction immédiate des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. La peur du communisme s'est intensifiée, incitant les États-Unis à adopter leur politique du containment. La politique du containment reposait sur l'idée qu'il fallait tout mettre en œuvre pour empêcher le communisme de se propager en Europe et dans le reste du monde. Cette stratégie a conduit à des interventions diplomatiques, économiques et militaires, notamment à travers des programmes comme le plan Marshall, qui soutenait la reconstruction économique des pays d'Europe occidentale et comptant ainsi s'en faire des alliés dans la guerre froide. Le coup de Prague a également conduit à la formation d'alliances militaires et politiques comme l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui est une alliance militaire autour des États-Unis et contre un bloc soviétique en pleine expansion, perçu comme un danger par les Occidentaux. Ainsi, la Tchécoslovaquie est devenue un exemple emblématique de la lutte entre les deux blocs pendant la guerre froide. Passons à présent à la seconde partie de la leçon sur les conflits au Proche-Orient. Pour bien les comprendre, il faut remonter à l'émergence du mouvement sioniste. À la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste apparaît en Europe sous l'impulsion de Theodor Herzl, en réponse à l'antisémitisme croissant en Europe. L'affaire Dreyfus en France, qui a révélé les profondes inégalités et préjugés à l'encontre des Juifs, joue un rôle catalyseur dans la prise de conscience juive. Le sionisme vise à créer un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Cette région historique pour les Juifs, puisque c'était leur terre promise, est alors sous domination de l'Empire ottoman. Le sionisme, au départ, a donc été motivé par un désir de sécurité. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique, cherchant à renforcer son soutien sur plusieurs fronts, publie la déclaration Balfour, le 2 novembre 1917. Les Britanniques voulaient encourager le soutien des communautés juives à travers le monde, en particulier aux États-Unis, afin de renforcer leur position dans la guerre contre les empires centraux, à savoir l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Cette déclaration stipule que le gouvernement britannique, je cite, voit avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer national juif et s'engage à faciliter l'atteinte de cet objectif. Cependant, la déclaration précise également qu'il ne sera fait de préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ce qui introduit une ambiguïté pour les populations arabes déjà présentes dans la région. Cette déclaration est accueillie avec enthousiasme par les sionistes qui y voient une reconnaissance internationale de leur aspiration à créer un État juif,
Ils considèrent cela comme un tournant pour leur lutte pour l'autodétermination. Cependant, la déclaration Balfour suscite une forte opposition parmi les Arabes, qui voient cela comme une trahison, car ils avaient aussi espéré que les Britanniques respecteraient leurs promesses d'autonomie après la guerre, qui avaient été promises en échange de leur soutien contre l'Empire ottoman. La déclaration Balfour jette donc les bases des conflits israélo-arabes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation en Palestine devient de plus en plus insoutenable, marquée par des tensions intercommunautaires intenses entre les Juifs et les Arabes. En 1947, le Royaume-Uni, qui détient le mandat sur la Palestine, décide de se retirer et confie à l'ONU la tâche de trouver une solution au problème palestinien. L'Assemblée générale de l'ONU se réunit alors pour débattre de la question et le 29 novembre 1947, elle adopte la résolution 181 qui propose un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem sous administration internationale en raison de son importance religieuse pour les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le plan attribue environ 55% du territoire aux Juifs, qui représentent environ un tiers de la population, et 45% aux Arabes, qui sont majoritaires en nombre et installés depuis bien plus longtemps, puisque la majorité des Juifs étaient des immigrés récents. Ce plan est donc perçu comme déséquilibré par la population arabe, mais il est accueilli au contraire avec enthousiasme par la communauté juive qui y voit une reconnaissance internationale de leur droit à créer un État. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, le leader du mouvement sioniste, proclame la création de l'État d'Israël. Dans son discours d'investiture, Ben-Gourion souligne l'histoire qui lie le peuple juif à la terre d'Israël, annonçant ainsi la renaissance de l'État après 2 millénaires de diaspora. Le 15 mai 1948, à peine 24 heures après la proclamation de l'État d'Israël, plusieurs pays arabes, dont l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, qui est aujourd'hui la Jordanie, et l'Irak, lancent une attaque militaire contre Israël. Ces nations cherchent à empêcher l'établissement du nouvel État et à soutenir la cause palestinienne. Les forces israéliennes, initialement en infériorité numérique et mal armées, parviennent à s'organiser rapidement. Grâce à une mobilisation efficace et à l'aide de volontaires juifs de la diaspora, Israël réussit à défendre son territoire. Au fil des mois, les forces israéliennes prennent le dessus sur les armées arabes, repoussant leurs lignes et élargissant les frontières de l'État d'Israël au-delà de celles prévues par la résolution 181 de l'ONU. La guerre entraîne un déplacement massif de la population palestinienne, estimée à environ 700 000 personnes, qui fuient ou sont expulsées de leur foyer. Ce phénomène est connu par les Palestiniens sous le nom de Nakba. C'est un mot qui signifie catastrophe en arabe. Cette Nakba représente pour les Palestiniens un événement traumatique, marquant la perte de leurs terres et de leurs droits, et alimente le sentiment d'injustice parmi les Palestiniens. Peu après la proclamation de l'État d'Israël, plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union soviétique, qui étaient pour une fois d'accord, reconnaissent rapidement le nouvel État. Cela confère à Israël une légitimité internationale. À l'opposé, la plupart des pays arabes rompent leurs relations diplomatiques avec Israël et se regroupent pour contester son existence. Les Palestiniens, dépossédés de leurs terres,
deviennent de plus en plus actifs sur la scène internationale, cherchant à sensibiliser le monde à leur situation. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, fondée en 1964, devient un acteur clé du nationalisme palestinien. Dans les années 1960, l'Égypte, dirigée par le président Nasser, mobilise ses troupes dans le Sinaï et exige le retrait des forces de maintien de la paix de l'ONU, tandis que les Syriens s'opposent aux Israéliens pour la gestion des ressources en eau. Le 5 juin 1967, Israël lance une attaque préventive contre l'Égypte, débutant ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Cette opération est rapidement suivie par des offensives contre la Jordanie et la Syrie. Les forces israéliennes sont bien préparées et équipées et en quelques jours elles remportent des victoires importantes. À la fin du conflit, Israël occupe la Cisjordanie, Gaza, le plateau du Golan et le Sinaï. Cette expansion territoriale change radicalement la carte politique de la région et amplifie la question palestinienne. Les colonies israéliennes commencent à s'établir dans les régions jusque-là réservées aux Palestiniens, suscitant des tensions supplémentaires. Donc cette guerre a largement amplifié le conflit. Après l'humiliation de 1967, les dirigeants arabes ressentent le besoin de restaurer leur image de puissance. Sadat, le président égyptien en particulier, voit la guerre comme un moyen de récupérer les territoires perdus. Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, la fête juive la plus sacrée, Israël est pris par surprise lorsqu'une coalition égypto-syrienne lance une attaque coordonnée. Les forces égyptiennes traversent le canal de Suez et avancent dans le Sinaï, tandis que les forces syriennes attaquent le plateau du Golan. L'effet de surprise est total et Israël, mal préparé, subit des pertes importantes. Toutefois, les forces israéliennes se regroupent rapidement et commencent à contre-attaquer, encerclant les forces égyptiennes sur la rive est du canal de Suez. La guerre est marquée par des pertes humaines lourdes des deux côtés. Environ 2800 soldats israéliens et près de 8000 soldats arabes perdent la vie, sans compter tous les civils qui ont été touchés également par le conflit. Ce conflit se termine par un cessez-le-feu imposé par les Nations Unies le 25 octobre 1973, après environ 3 semaines de combat. Après la guerre du Kippour, le président égyptien Anouar el-Sadat a commencé à envisager des négociations avec Israël. Il comprend que la guerre ne conduira pas à la récupération des territoires perdus sans un dialogue entre les deux pays. En 1977, Sadat se rend à Jérusalem, devenant ainsi le premier leader arabe à reconnaître publiquement l'État d'Israël. En septembre 1978, le président américain Jimmy Carter invite Sadat et le premier ministre israélien à Camp David, dans le Maryland, pour des négociations. Carter joue un rôle de médiateur, cherchant à rapprocher les positions des deux dirigeants. Le traité de paix établi stipule qu'Israël s'engage à retirer ses troupes du Sinaï, un territoire occupé depuis la guerre des 6 jours en 1967. L'Égypte, en retour, reconnaît officiellement l'État d'Israël et établit des relations diplomatiques inédites entre un pays arabe et Israël. Bien que les accords aient été salués par beaucoup de monde comme un avancement vers la paix, ils suscitent également des critiques. De nombreux pays arabes considèrent le président égyptien comme un traître pour avoir reconnu Israël sans avoir obtenu de concessions concernant les droits des Palestiniens.
Cette réaction entraîne l'expulsion de l'Égypte de la Ligue arabe pendant un certain temps et des tensions internes en Égypte culminent avec l'assassinat de Sadat en 1981 par des extrémistes opposés à sa politique de paix. Actuellement, le conflit israélo-arabe continue d'être marqué par des cycles de violence avec des affrontements réguliers entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, surtout ces derniers temps où c'est vraiment une guerre très violente et catastrophique pour la population de Gaza. Malgré de nombreuses initiatives de paix, les négociations pour une solution à deux États n'ont jamais abouti. Le conflit a également contribué à l'émergence et à la radicalisation de groupes militants, le Hamas et le Hezbollah étant parmi les plus importants. Le Hamas, qui prône la lutte armée contre Israël et refuse de reconnaître son existence, a gagné en popularité parmi les Palestiniens, en partie en raison de sa capacité à fournir des services sociaux dans la bande de Gaza. Le Hezbollah, lui, est basé au Liban. Ces groupes radicaux exploitent le mécontentement des Palestiniens face à l'occupation israélienne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation actuelle a vraiment dégénéré et engendre des conséquences humanitaires dramatiques dans la bande de Gaza. Bon, je vais m'arrêter là. Normalement, notre thème s'arrête au milieu des années 1970. J'espère avoir été clair et que cette leçon vous aura aidé à bien comprendre les enjeux géopolitiques du monde actuel. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.